Dans le module 5, on va voir la première méthode analytique de façon à estimer la probabilité de défaillance de nos composantes. Donc cette première méthode-là, FOSM et MCFOSM, ça va être une approximation linéaire de notre fonction d'état limite, sachant la moyenne et la covariance pour notre ensemble de variables aléatoires qui viennent influencer soit la résistance, soit la sollicitation de notre composante. Donc, faisons un petit rappel du contexte que l'on a, de la nomenclature. On a x en gras ici qui va être notre ensemble, notre vecteur de n variables aléatoires, qui, comme je le disais précédemment, vont venir influencer soit la résistance, soit la sollicitation de notre composante. On a ensuite f de x qui va être la densité de probabilité conjointe pour cet ensemble de variables aléatoires. G de x, notre fonction d'état limite, rappelez-vous, va être positive dans le domaine de survie, négative dans le domaine de défaillance. Lorsque g de x est égal à 0, ça va être notre surface d'état limite, c'est-à-dire l'intersection entre le plan 0 et notre fonction d'état limite, c'est-à-dire la frontière entre notre domaine de défaillance et notre domaine de... Donc, la limite entre la défaillance et la survie. Donc, on voit ici sur notre figure, voilà f de x, notre densité de probabilité conjointe. On avait en rouge les densités de probabilité marginale, notre surface d'état limite en magenta ici. On a la même chose ici représentée à partir de contours, notre domaine de défaillance, domaine de survie, surface d'état limite, nos contours, notre densité de probabilité conjointe. Oméga, ça va être notre domaine de défaillance, c'est-à-dire toutes les valeurs de x telles que notre fonction d'état limite est plus petite ou égale à 0. Le complément, ça va être notre domaine de survie. Donc, rappelez-vous, ce qu'on veut faire ici dans le contexte de la fiabilité, c'est-à-dire évaluer l'intégrale de f de x. Donc, c'est quoi le contenu de probabilité qui correspond à mon domaine oméga, mon domaine de défaillance. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que lorsqu'on a un grand nombre de dimensions, donc un grand nombre de variables dans x, il va être à la fois plus possible de tracer cette densité de probabilité, également, ce sera plus possible d'intégrer analytiquement, du moins de façon exacte, en plus de 2 dimensions. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu dans le module 4 des méthodes numériques d'intégration, notamment la méthode Monte Carlo. Ce qu'on va voir maintenant dans le module 5, c'est des méthodes analytiques, qui seront encore une fois des approximations, qui vont nous permettre d'accélérer le calcul par rapport à ce qu'on faisait avec des méthodes numériques. Donc, ce qu'on va voir dans le module 5, c'est les méthodes MCFOSM et FOSM, c'est-à-dire Mean Centered First Order Second Moment et First Order Second Moment. Donc, tout d'abord, commençons par revoir la notion. Qu'est-ce qu'un moment? Donc, un moment, lorsqu'on parle de la moyenne mu, en fait, c'est le premier moment centré de ma variable, c'est-à-dire ça va être l'espérance mathématique de ma variable aléatoire x. Donc, ma variance, donc l'écart type au carré, ça va être le moment centré réduit d'ordre 2, c'est-à-dire l'espérance mathématique de ma variable aléatoire moins sa moyenne au carré. Okay? Ça, c'est ce qu'on avait défini dans le module 0 quand on avait fait la révision de la théorie de la probabilité. Donc là, ce qu'on veut faire, on veut appliquer la méthode MCFOSM, de l'anglais Mean Centered First Order Second Moment. Ça va être une approximation du premier ordre de notre fonction d'état limite, où notre densité de probabilité conjointe va être approximée avec les moments du deuxième ordre, centrés sur la moyenne. Okay? Deuxième méthode qu'on va voir dans le module 5, c'est le First Order Second Moment, c'est-à-dire on va faire encore une fois une approximation du premier ordre de notre fonction d'état limite, mais cette fois-ci en considérant encore une fois les moments du deuxième ordre de manière à caractériser la densité de probabilité conjointe. Donc, une hypothèse commune qu'on va avoir aux deux méthodes, c'est qu'on fait l'hypothèse qu'on ne connaît seulement que les deux premiers moments de manière à caractériser notre densité de probabilité conjointe. C'est-à-dire, on va connaître que le vecteur de valeur moyenne ainsi que la matrice de covariance. Donc, en pratique, si on fait l'hypothèse qu'on ne connaît que les deux premiers moments, c'est-à-dire le vecteur de valeur moyenne et la matrice de covariance, mais en fait, c'est à toute fin pratique équivalent à faire l'hypothèse que notre vecteur de variable aléatoire x suit une loi normale multivariée. Donc, la problématique à laquelle on va s'attaquer aujourd'hui, c'est sachant que x est caractérisé par son vecteur de valeur moyenne et sa matrice de covariance,
et qu'on a une fonction d'état limite. Donc, le résultat de cette fonction d'état limite, on va l'appeler z, qui est g, notre fonction d'état limite, ça va être g de x. Donc, rappelez-vous, x peut contenir un nombre arbitraire de dimension, donc un nombre arbitraire de variables aléatoires, et z, c'est une seule sortie. Okay? Donc, z va être positif dans mon domaine de survie, négatif dans mon domaine de défaillance. Et on fait l'hypothèse que cette fonction d'état limite va être continue et dérivable. Donc, dans ce contexte-là, on définit notre probabilité de défaillance comme étant la probabilité que le résultat de ma fonction d'état limite soit plus petit ou égal à 0. Donc, la probabilité qu'une variable aléatoire soit plus petite ou égale à 0, c'est équivalent à son CDF évalué en la valeur 0. Donc, c'est équivalent au CDF de z, c'est-à-dire l'intégrale de la borne inférieure jusqu'à 0 pour le PDF de z. Et ça, si on vient transformer z, le résultat de notre fonction d'état limite, dans l'espace centré réduit, en fait, on peut redéfinir ça comme étant la probabilité qu'une variable u qui est normale centrée réduite soit plus petite ou égale à moins mu z sur sigma z. Et de façon équivalente, la probabilité que u soit plus petite ou égale à moins mu z sur sigma z, on peut évaluer ça à l'aide du CDF, la fonction de répartition normale centrée réduite, donc pour u, évaluée à moins bêta. Parce qu'on avait défini au module 2 que le ratio entre la moyenne de ma fonction d'état limite sur l'écart type de ma fonction d'état limite, ça va être bêta, mon indice de fiabilité. Okay? Donc, rappelez-vous, U, ça va être une variable aléatoire normale centrée réduite, qui suit un PDF petit phi de U, c'est-à-dire une loi normale qui a une moyenne de 0, un écart type de 1, et ma transformation de l'espace normal centré réduit à l'espace original, donc rappelez-vous, normal centré réduit U, espace original X. Donc, ou ici, dans le cas plutôt, espace original Z, je me corrige ici, donc U, espace normal centré réduit, Z, espace original, où Z, c'est ma fonction d'état limite. Okay? Donc, Z moins mu Z sur sigma Z va me permettre de centrer et de normaliser ma réponse de ma fonction d'état limite. Donc, à la fin, ce qu'on a représenté ici, c'est mon PDF pour petit phi de U, ma loi normale centrée réduite, moyenne de 0 écart type de 1. Et donc, moi, ce que je veux savoir, c'est quel est le contenu de probabilité ici à une distance de moins bêta de ma moyenne. Et ici, pourquoi moins bêta? En fait, ça va être où est-ce que je viens mettre ma limite entre ma zone de survie et de défaillance, qui était initialement définie dans l'espace Z, et que je suis venu maintenant transformer dans mon espace normal centré réduit. Donc, l'intégrale de l'aire qui est en rose ici, ça représente l'évaluation du CDF de cette loi normale centrée réduite à moins bêta. Donc, ça, c'est équivalent à tout ce qu'on avait déjà vu, notamment dans le module 2. Donc, ce qu'on veut voir ici de nouveau, c'est que, et ce qu'on avait vu plus spécifiquement dans le module 2, c'est un cas spécial où g de x était formulé explicitement comme étant r moins s, où r était une variable aléatoire qui représentait la résistance, s une variable aléatoire qui représentait la sollicitation. Donc là, ici, on est dans un contexte différent, on utilise plutôt le concept général d'une fonction d'état limite. Et donc maintenant, dans le contexte où on va utiliser une fonction d'état limite, ce qu'on veut faire, c'est déterminer ensemble, ou voir ensemble, comment est-ce qu'on va venir calculer maintenant la moyenne de z et l'écart type de z, de façon à venir calculer notre bêta, notre indice de fiabilité. Parce qu'une fois qu'on a bêta, on peut simplement évaluer le CDF normal centré réduit de moins bêta pour obtenir PF, notre probabilité de défaillance, qu'on cherche à la fin. Donc voilà pour l'introduction. Ce qu'on va voir ensemble dans le module 5, on va tout d'abord introduire MCFSM, Mean Centered First Order Second Moment. Ensuite, on va voir, OK, on doit passer de l'espace original X à l'espace normal centré réduit. On va voir en détail comment faire ça. Ensuite, ça va nous amener à la méthode FOSM, First Order Second Moment. Et ce qu'on va voir, c'est que dans le First Order Second Moment, on doit venir trouver ce qu'on va appeler un point de conception. Et ce point de conception-là va être trouvé avec l'algorithme IHLRF qu'on va voir ensemble. Finalement, on va mettre ça en application de façon à voir comment est-ce qu'on peut utiliser la méthode FOSM. Donc ça nous amène dans le module 5, qui est notre premier module où on va traiter des méthodes d'estimation de probabilité de défaillance qui sont analytiques.
OK, on commence avec Mean-Centered First Order Second Moment. Donc, on va regarder la définition de cette méthode-là, comment est-ce qu'on la formule et comment est-ce qu'on la met en pratique. Donc, première approche de ce Mean-Centered First Order Second Moment, en français, approximation du premier ordre, centrée sur la moyenne en utilisant les moments du second ordre. Donc, regardons ensemble la formulation. Donc, on va se baser sur ce qu'on a vu ensemble dans le module 0, où ce qu'on venait faire, on va venir propager des incertitudes dans des fonctions déterministes de variables aléatoires. Okay? Dans notre cas, ce qu'on va venir faire, g de x, c'est une fonction qui est non linéaire. Ce qu'on a vu dans le module 0 qu'on allait faire, parce qu'on a des fonctions linéaires, on veut propager des incertitudes dans celle-ci, on va venir linéariser à la moyenne. Et c'est ce qu'on va faire ici. G de x est une fonction linéaire, on va venir linéariser celle-ci à la moyenne, et on a vu ensemble dans le module 0, comment est-ce qu'on pouvait propager des incertitudes à travers une fonction linéaire. Donc, tel qu'on l'avait vu, g de x est une fonction linéaire, on va venir approximer celle-ci par sa linéarisation ou son approximation du premier ordre. C'est-à-dire, on va venir linéariser à la moyenne, donc ça va nous donner comme résultat l'ordonnée à l'origine, donc la hauteur du plan, la fonction évaluée à sa moyenne, plus le gradient de la fonction évaluée à la moyenne, fois x moins mx. Donc, si je veux calculer la moyenne résultante du fait que x est une variable aléatoire, je veux savoir si j'utilise cette fonction linéarisée, quelle va être la moyenne pour la sortie de g de x, okay? Ou g de x, on appelle ça z. Donc, la moyenne, ça va être quoi? Ici, il n'y a que g de m de x qui va contribuer, parce qu'ici, je fais x moins mx, mais j'obtiendrai 0. Donc, la moyenne de z, ça va être la fonction d'état limite évaluée à sa moyenne. Maintenant, quelle va être la variance de z? Z, rappelez-vous, c'est la sortie g de x. Mais en fait, ça ici, c'est un terme qui est constant, donc il ne va pas contribuer à la variance. Donc, je veux qu'à voir ce que j'ai ici. Okay? Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? M de x, c'est un terme constant, donc le terme ici ne va pas contribuer à la variance. Tout ce qui va contribuer à la variance, c'est ça ici, cette pente, et x, qui a une covariance sigma x. Donc, ça va être quoi? Ça va être le gradient fois la covariance de mon vecteur de variable aléatoire x fois gradient transposé. Okay? Si vous avez des doutes sur ces formules-là, allez revoir le module 0 où on est venu développer ceci à l'aide des règles de la loi de changement de variable. Okay? Donc, rappelez-vous, le gradient, ça va être la dérivée partielle de ma fonction d'état limite g de x par rapport à chacune des variables. Ici, ce gradient-là, ça va être un vecteur ligne où j'ai plusieurs variables dans x, mais j'ai une seule sortie pour g de x. Donc, je dérive le résultat de la variable de sortie par rapport à chacune des variables d'entrée. Et je fais, notez bien, cette évaluation du gradient à x est égal à la moyenne mx. Donc, par définition, mon indice de fiabilité bêta, ça va être le ratio entre la moyenne de g de x et l'écart type de g de x, ou, gardez en tête, de façon à raccourcir la notation, moyenne de g de x, c'est moyenne de z, écart type de g de x, c'est écart type de z. Donc, ici, on avait déterminé, mu z, ça va être la fonction d'état limite évaluée à m de x, et l'écart type de z, ça va être la racine de ce qu'on avait ici, c'est-à-dire le gradient évalué à sa moyenne, la matrice de covariance qui va être donnée à l'entrée, et le gradient transposé. Donc ça va être notre bêta réel qui va être approximé par notre bêta MC FOSM. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une approximation? Parce qu'ici, notre vraie fonction d'état limite, c'est g de x, qui est une fonction non linéaire. Et ce qu'on est venu faire ici, on est venu linéariser, donc c'est-à-dire utiliser une approximation du premier ordre de cette fonction non linéaire. Donc, une des limitations majeures qu'on va voir ensemble de cette méthode MCFOSM, c'est que celle-ci va venir dépendre de la formulation de g de x. C'est-à-dire, si on utilise deux formulations différentes qui sont tout de même admissibles, on peut obtenir deux probabilités de défaillance qui sont différentes. Donc, on va regarder ça en détail à travers un exemple. Donc, on a encore le même exemple qu'on a couvert dans les modules précédents, d'une barre soumise à une sollicitation en traction, et où la résistance est décrite par l'incertitude sur la dimension transversale. Donc, l'aire de cette barre-là, c'est d carré fois fy, la limite élastique qui, elle, est déterministe. Donc, la dimension transversale de la barre a une moyenne de 10, écart type de 2. La sollicitation a une moyenne de 15 kN, écart type de 5.
Donc ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on va explorer ce problème-là, quelle serait la probabilité de défaillance calculée à partir de MCFOSM, à travers deux exemples différents. Un premier exemple, G1 de x, qui va être R de x moins S, donc la résistance qui est fonction des variables aléatoires moins la sollicitation, et une deuxième fonction d'état limite, qui est 1 moins le ratio entre S sur R de x. Donc ici, j'ai deux fonctions d'état limite qui sont admissibles parce que le seul critère pour ma fonction d'état limite, c'est que celle-ci soit positive dans mon domaine de survie et négative dans mon domaine de défaillance. Donc ça ici, ces deux fonctions d'état limite remplissent ce critère-là. Donc si on vient représenter graphiquement mes deux surfaces d'état limite, on peut voir ici, j'ai G1, j'ai G2, et comment on sait que les deux sont admissibles? C'est que la ligne qui est ici en magenta dans les deux cas est absolument équivalente. C'est-à-dire, ma frontière entre mon domaine de défaillance et mon domaine de survie est le même dans les deux cas. Donc, le point noir qu'on voit ici, c'est M de x, la moyenne. Donc, rappelez-vous ici, x1, ça va être D, x2, ça va être S. Donc, parfait, on veut voir ici, ensemble, quelle va être la probabilité de défaillance dans ces deux cas, sachant que les deux sont des fonctions des limites admissibles, mais que les deux n'ont pas exactement la même formulation. Donc, on va commencer par le premier cas avec G de 1. Donc, ici, gardez en tête, G1 et G2 ne sont pas égales. Par contre, nos surfaces d'état limite, donc G1 de x égale à 0 et G2 de x égale à 0, eux sont les mêmes. Donc, dans mon cas ici, j'ai m de x, mon vecteur qui va être 10 et 15, ma matrice de covariance qui va être une matrice diagonale, 4 et 25. Donc, c'est l'écart type au carré pour x1, l'écart type au carré pour x2. J'ai 0 parce que mon coefficient de corrélation est nul. Donc, je fais l'hypothèse qu'on a une indépendance entre mes deux variables aléatoires. Donc, la solution pour ma première fonction d'état limite, je dois calculer mu z et sigma z. Donc, si je commence par mu z ou mu de g de x, c'est la même chose. Donc, ça va être la fonction d'état limite évaluée à sa moyenne. Donc, ça me donne 10 au carré fois fy moins 15. Donc, j'utilise ça ici. Donc, ici, d carré, c'est 10 et s, c'est 15. Okay? Donc, ça me donne 15. Ensuite, si je veux calculer mon écart type de z, j'ai besoin du gradient. Donc, je vais évaluer mon gradient pour g de 1. Donc, je vais dériver cette fonction-là par rapport à d, qui est mon x1. Je vais dériver cette fonction-là par rapport à s, qui est mon x2. Donc, si je fais ça, je vais obtenir 2x1 fy, et je vais obtenir moins 1 pour la dérivée par rapport à s. Et ensuite, j'évalue ces dérivées analytiques-là qui sont fonctions de x1 et x2 à la moyenne. Ça va me donner un résultat de 6 et moins 1. Ça, c'est mon gradient pour ma fonction d'état limite évalué à la moyenne. Donc, ma variance pour z, ça va être le gradient que j'ai obtenu ici, fois ma matrice de covariance que j'avais déjà, fois gradient transposé. Donc, le résultat, ça va me donner 13 au carré. Parfait, maintenant que j'ai ma moyenne pour z, mon écart type, je le répète une dernière fois, moyenne pour z, c'est équivalent de moyenne de g de x. Écart type pour z, c'est l'écart type de g de x. Donc, si je viens reformuler ça en d'autres termes, en fait, c'est sachant que x, mon vecteur de variable aléatoire, est l'entrée d'une fonction g de x qui est déterministe, quelle va être l'incertitude sur la sortie de g de x, ma fonction d'état limite, sachant que mes variables aléatoires d'entrée sont incertaines. Donc, mon bêta, qui est le ratio entre mu z et sigma z, donc ici, on avait calculé 15 sur la racine de 13 au carré, donc 13, ça me donne 1,15. Donc, je peux calculer ma probabilité de défaillance parce qu'on s'est dit que sachant bêta, on peut calculer PF comme étant le CDF normal centré réduit, donc moyenne de 0, écart type de 1, évalué à moins bêta. Donc ici, j'ai 12%, donc 0,12. Ma probabilité de défaillance correspondant à ce bêta de 1,15. Donc, refaisons ce même exercice, mais cette fois-ci pour ma deuxième fonction d'état limite. Donc, je dois calculer mu z. Donc, c'est encore une fois cette fonction d'état limite évaluée à la moyenne. Donc, ça me donne cette fois-ci 0,5. Mon gradient pour cette fonction-là, donc je dérive cette fonction-là par rapport à d, je dérive ensuite par rapport à s. Donc, voilà mon première composante dérivée par rapport à d, deuxième composante dérivée par rapport à s. Donc, le résultat numérique, et j'évalue ensuite cette expression-là à la moyenne, ça me donne 0,1 et moins 0,03. Donc, mon écart type pour z, gradient, mon vecteur gradient fois matrice de covariance fois gradient transposé, valeur numérique 0,21 au carré. Je peux calculer mon nouvel indice de fiabilité bêta.
comme étant le ratio entre 0,5 et 0,21. Donc ici, petite coquille, c'est pas 0,26, c'est 0,21. Donc ça va me donner 1,92. Et là, ici, moi, j'ai pu calculer de façon exacte ma réponse théorique, qui était de 1,23. Donc il y a un énorme écart entre ces résultats-là. Qu'est-ce qui explique cet écart-là? Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que si on vient représenter dans cette figure-là, à gauche, G de 1 et à droite, G de 2. Donc, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu remplacer cette fonction non linéaire par un plan. Même chose ici. Donc, si on regarde ça plus en détail de façon explicite à travers le code, OK, regardons ce qu'on a ici. Donc, ce qu'on a à gauche, c'est G de 1. Donc, ce qu'on a ici, notre plan qui est coloré, ça va être, donc le plan qui est coloré ici, ça va être notre vrai G de x, qui est non linéaire. Nous, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu se mettre au point noir qui correspond ici à la moyenne, et on est venu linéariser notre fonction linéaire, et on est venu remplacer ça par un plan que vous voyez ici en bleu. Et la ligne bleue foncée que vous voyez ici, en fait, c'est l'intersection entre le plan 0 et mon plan bleu ici. Alors que la vraie fonction d'état limite, la vraie surface d'état limite est représentée en rose ici. Donc rappelez-vous, cette surface d'état limite, c'est ce qui vient délimiter mon domaine de défaillance et mon domaine de survie. Dans mon deuxième cas, pour G de 2 qu'on voit sur la droite ici, on a notre fonction d'état limite qui est encore une fois de façon colorée, et mon plan bleu, ça va être ma linéarisation. Et ce qu'on voit ici, c'est que ma ligne bleue foncée, c'est l'intersection entre le plan 0 et cette grille bleue ici. Et donc, ce qu'il faut voir, sur les surfaces qu'on peut voir en bas ici, à gauche c'est G de 1, à droite c'est G de 2, c'est que si ma vraie réponse sans approximation, c'est ma frontière en rose ici. Donc, on voit que les deux fonctions d'état limite viennent approximer ma surface d'état limite. OK? Donc, je n'aurai pas le même dans les deux cas, le même domaine de défaillance. Parce que dans le cas de G de 1, on vient surestimer le domaine de défaillance parce qu'il y a une partie qui est inclue ici qui n'est pas dans le vrai domaine de défaillance. Et dans le domaine G2, je viens sous-estimer ma probabilité de défaillance. Parce que la partie qui est inclue ici entre mes deux courbes bleues et roses ne sera pas inclue dans mon domaine de défaillance qui est défini par ma ligne bleue maintenant. Okay? Donc, le problème avec MCO-FOSM, c'est quoi? C'est que comme on vient linéariser à la moyenne ici, bien, on peut se retrouver avec différentes surfaces d'état limite qui ne vont pas bien correspondre à ma réalité. On va revenir là-dessus. OK? Donc, la vraie probabilité de défaillance que j'ai pu calculer avec une méthode Monte Carlo, avec un très grand nombre d'échantillons, ça va être 0,08. Alors que pour ma première fonction d'état limite, ma probabilité de défaillance MCFOSM, c'est 12%. Donc, je viens ici, je viens surestimer ma probabilité de défaillance. Donc, ici, on voit qu'on a surestimé la probabilité de défaillance parce qu'on inclut une partie du domaine qui n'est pas inclus dans ma vraie surface d'état limite. Et de l'autre côté, pour G de 2, on va venir sous-estimer largement ma probabilité de défaillance parce que là, ici, on vient couper une partie du domaine pour laquelle il y a un contenu de probabilité significatif. Donc, ici, je suis à 2%. Donc, OK, on voit qu'on a une approximation qui est relativement grossière par rapport à notre véritable probabilité de défaillance. Et donc, ça ici, comme on l'a vu ensemble sur le graphique précédent, c'est dû au fait qu'on vient linéariser à la moyenne. Donc, le fait qu'on linéarise à la moyenne, en fait, notre seul critère pour notre fonction d'état limite, c'est que celle-ci soit positive dans le domaine de défaillance, négative dans le domaine de survie. Okay? Mais on n'a pas de critère d'admissibilité à n'importe quelle autre valeur. Donc, si on vient linéariser à une valeur pour laquelle on n'a pas mis de critères, en fait, on peut se retrouver avec des réponses ou des approximations qui sont soit de très bonne, soit de très mauvaise qualité. Et il peut y avoir une variabilité qui dépend de notre choix de la fonction d'état limite. Donc ça, c'est la limitation de MCFOSM qu'on va venir dépasser avec le FOSM, où on va cesser de linéariser à la moyenne. Avant d'en arriver là, on va regarder comment est-ce qu'on fait nos calculs cette fois-ci, non pas dans l'espace original X, mais dans notre espace U, normal centré réduit. Donc, on va faire un petit rappel des variables normales centrées réduites, quelles sont les propriétés.
Ensuite, on va voir de façon générale comment passer de l'espace original à l'espace normal centré réduit. Et on va voir comment est-ce qu'on peut venir interpréter notre indice de fiabilité bêta dans cet espace NCR, de manière à finalement venir calculer notre probabilité de défaillance. Pardon. Donc, rappelez-vous, on avait couvert ça au module 1, les variables normales centrées réduites. Donc, c'est une variable normale qui va avoir une moyenne de 0 et une covariance qui est une matrice identité. Donc, soit un ensemble de variables aléatoires normales centrées réduites, tel que le PDF, c'est un PDF normal, ayant une moyenne 0, écart type de 1 pour toutes les variables. Donc, une des propriétés clés de cette loi-là, c'est que les contours sont sphériques et centrés à l'origine. Donc ici, dans le cas 2D, ça va être des cercles, en 3D, ça va être une sphère, et ça va être une hypersphère en plus que 3 dimensions. Et le fait d'avoir des contours qui sont sphériques centrés à l'origine, ça va nous donner une symétrie rotationnelle. C'est-à-dire que je peux couper des plans dans n'importe quelle direction, ça sera exactement les mêmes plans. Également, la probabilité pour cette loi normale multivariée centrée réduite va avoir une diminution radiale de la probabilité, donc au fur et à mesure que je m'éloigne du centre, qui va être exponentielle avec un incrément de la norme de U. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Dans le cas unidimensionnel pour ma loi normale centrée réduite, on avait vu que je peux calculer la probabilité de défaillance qui est inclue à une distance moins bêta de l'origine à partir de mon CDF. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut faire exactement la même chose, peu importe le nombre de dimensions. Grâce à la propriété de symétrie rotationnelle, c'est-à-dire que je peux connaître exactement l'intégrale de ma loi normale centrée réduite multivariée sur mon domaine qui est en rose ici, qui est défini par la distance entre l'origine et un plan. Okay? Je peux le faire en 2 dimensions. Donc, si je connais bêta, la distance entre l'origine et ma ligne ici, ben, je peux calculer de façon exacte ma probabilité de défaillance, de la même façon que je le faisais en 1 dimension. Et peu importe l'orientation du plan. Si je suis en 3 dimensions, en n dimensions, mais je peux faire la même chose. Dès que je connais la distance entre l'origine et le plan ou l'hyperplan qui est borné mon domaine de défaillance, donc ma surface d'état limite linéarisée, eh bien, je peux calculer en faisant le CDF de moins bêta le contenu de probabilité sur cette dimension. Et ça, c'est dû au fait que mon PDF normal centré réduit a une symétrie rotationnelle, donc je suis toujours symétrique de part et d'autre de mon plan ici. Donc, à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que ma probabilité de défaillance dans le cas NCR, normal centré réduit, va être complètement définie par la distance entre l'origine et ma surface d'état limite, qui est ici une fonction d'état limite qui a été linéarisée. OK, donc regardons de façon générale comment est-ce que... Parce que là, on veut travailler dans cet espace normal centré réduit. Donc, on doit revoir ensemble comment est-ce qu'on passe de notre espace original X à notre espace normal centré réduit. Donc, soit X qui est décrit, qui est une variable aléatoire, qui va être décrit par son vecteur de valeur moyenne, sa matrice de covariance, et une fonction d'état limite G de X. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une transformation de telle sorte qu'on veut passer de X qui est décrit par une normale ayant un vecteur de valeur moyenne mx et matrice de covariance, et on veut savoir c'est quoi la transformation de façon à aller vers une variable normale centrée réduite qui va avoir, encore une fois, une loi normale, moyenne 0 et matrice identité pour la covariance. Et ça, on avait vu dans le module 1 que pour passer de 1 à l'autre, pour passer de U à X, U va être égal à l'inverse de ma décomposition de Cholesky fois l'inverse de ma matrice d'écart type fois x moins mx. Au contraire, pour passer de U vers x va être égal à la moyenne de x plus ma matrice d'écart type fois ma décomposition de Cholesky fois U. Donc, comme je vous le disais, ma matrice de covariance peut être elle-même décomposée par matrice d'écart type, matrice de corrélation, matrice d'écart type, et ma décomposition de Cholesky ici de L, en fait, est obtenue à partir de ma matrice de covariance. Ou ma matrice de covariance peut être décomposée en L et L transposée, ou L, ça va être ma décomposition de Cholesky de cette matrice de corrélation. Donc, à la fin, on peut reformuler G de X, qui est ma fonction d'état limite dans mon espace original X, où se trouvent mes variables aléatoires telles que je les ai définies, en G de U, qui est ma
une fonction d'état limite équivalente dans l'espace normal centré réduit en évaluant simplement g de x pour mon x qui est formulé en fonction de u, c'est-à-dire m de x plus dx fois ma décomposition de Cholesky de ma matrice de corrélation fois u, où u, c'est une variable aléatoire normale centrée réduite. Gardez en tête, dans MATLAB, ou plutôt dans cette formulation-là, L doit être une matrice triangulaire inférieure. Dans MATLAB, il va vous donner la décomposition pour la matrice triangulaire supérieure. Donc, vous devez la transposer si vous voulez obtenir le même L qu'on a ici. OK, donc maintenant, regardons l'interprétation de notre indice de fiabilité bêta dans cet espace normal centré réduit. Donc, on va venir formuler notre fonction d'état limite qui a été linéarisée comme étant A0, un ordonnée à l'origine, plus la sommation par rapport à chacune de mes dimensions pour chacune de mes variables aléatoires de une pente fois ma variable aléatoire. Donc ça, c'est mon approximation linéaire de ma fonction d'état limite qui, elle, est non linéaire. Donc si je viens résumer ça en termes matriciels, ça va être A0, le même A0, et je peux simplement faire, au lieu de faire AI, XI, ça va être A qui va être un vecteur maintenant pour les pentes selon chacune des directions, fois mon vecteur de variables aléatoires. Okay? Donc, comme je le disais, ben, A, ça va être mon vecteur de pente. Donc, ici, pour passer de X vers U, j'ai ma relation. Pour U vers X, j'ai ma relation également. Donc, si je veux trouver quelle va être G de U, bien, G de U est égal à G de X. Okay? On va toujours avoir une équivalence entre les deux parce qu'il y a une correspondance 1 à 1 entre mon espace U et mon espace X. C'est-à-dire que si pour une coordonnée X, je suis dans le domaine de défaillance, je suis dans le domaine de défaillance pour U également. Si j'ai dans le domaine de survie pour X, mais je vais dans le domaine de survie pour ma coordonnée correspondante dans l'espace U aussi. Donc ici, on avait dit que formulé par rapport à X, c'est A0 plus AI XI. Okay? Donc j'ai A0A, la même chose que j'avais ici, mais au lieu d'avoir formulé en fonction de X, je vais remplacer ici par ma formulation équivalente en U, c'est-à-dire M de X plus DX LU. C'est ce que je suis venu remplacer ici. Parfait. Donc si je viens briser cette équation-là, donc je vais venir distribuer mon A transpose à l'intérieur de ma parenthèse, A0 plus A transpose MX, A transpose DX LU. Donc, ce que j'ai ici, c'est ma partie qui est constante. Ça va être mon ordonnée à l'origine que je vais appeler B0. Et le produit A transpose ma matrice d'écart type et ma décomposition de Cholesky, ça va être mon B. Okay? Donc ça, c'est ma pente, ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Ou plutôt, c'est mon vecteur de pente, mon ordonnée à l'origine. Et U, rappelez-vous, ça va être ma variable aléatoire normale centrée réduite. Donc, on peut réécrire ça comme étant B0 plus B transpose U. Et comme U est une loi normale moyenne de 0 et matrice de covariance identité, là, ce que je veux faire, c'est, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on calculait mu de Z et sigma de Z. Donc, la moyenne de ma fonction d'état limite dans l'espace original et l'écart type de ma fonction limite dans l'espace original. Maintenant, je reviens faire la même chose, mais dans l'espace normal centré réduit. Donc, je vais calculer la moyenne de G de U dans l'espace normal centré réduit et l'écart type de G de U. Donc, la moyenne de G de U, c'est l'espérance mathématique de ma fonction linéarisée ici. Donc, l'espérance mathématique de cette fonction, sachant que U est distribuée comme une loi normale moyenne de 0, matrice de covariance identité. Donc, la moyenne de ça, c'est 0. Donc, parfait. La moyenne de ça, c'est un terme constant. Donc, la moyenne de G de U, c'est simplement B0. Pour la variance de G de U, donc B0, c'est un terme de constante. Donc, il n'y a pas de variance associée avec ça, c'est 0. Plus, j'ai une constante fois une variable aléatoire qui a une matrice identité. Donc, ma variance, ça va être quoi? Ça va être B transpose identité B. Donc, ça me donne ici la norme de B au carré. Donc, au final, mon indice de fiabilité bêta, ça va être le ratio entre B0 et la norme de B. Donc, B0 sur norme de B. Donc, à la fin, ça veut dire quoi? Mon indice de fiabilité bêta, ça va être la distance entre l'origine 0, 0 dans mon espace normal centré réduit et le plan, donc ma surface d'état limite linéarisée qui vient approximer ma frontière entre les domaines de défaillance et le domaine de survie. Donc, bêta, la distance entre l'origine et le plan qui vient délimiter ces deux domaines-là. Donc, comment est-ce qu'on passe de bêta à PF? C'est exactement la même façon dont on faisait précédemment. Donc, la probabilité qui va être bornée par le demi-espace oméga, c'est-à-dire toutes les valeurs de U, donc dans mon espace normal centré réduit, tel que G de U est plus petit ou égal à 0, donc les valeurs qui sont dans mon domaine
représenté par l'aire en rose ici, va être borné par le plan qui est défini par la distance entre l'origine et ce plan-là. Donc, la probabilité que ma variable aléatoire normale centrée réduite appartienne à mon domaine en rose ici, mon domaine de défaillance, c'est l'intégrale sur ma loi normale centrée réduite multivariée sur le domaine oméga. Et ça, on peut l'approximer, du moins non, on peut le calculer sans approximation, on peut le calculer de façon exacte, comme étant le CDF en une dimension de moins bêta. Et la beauté de ça, c'est que peu importe le nombre de variables que j'ai, que j'en ai une, que j'en ai deux, que j'en ai 1000, si je connais la distance entre l'origine et l'hyperplan, je peux venir réduire cette intégrale-là en l'évaluation exacte en une dimension du CDF normal centré réduit à moins bêta. Okay? Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est calculer mon bêta, la distance entre l'origine et la ligne, ou l'origine et le plan, et je peux calculer de façon exacte ma probabilité de défaillance, qui correspond à l'intégrale sur toutes les valeurs de x, telles que g de x plus petit que 0, pour ma densité de probabilité conjointe pour x. Donc, ça, c'est mon PF, ma probabilité de défaillance. Donc, regardons maintenant comment est-ce qu'on vient combiner cette transformation dans l'espace normal centré réduit avec ce qu'on avait fait avant, notre first order second moment. Donc, ce qu'on va faire en gros, on avait notre espace original. Ce que vous voyez ici, c'est pour mon domaine x, c'est f de x. Je vais venir tout d'abord passer dans mon espace normal centré réduit. Okay? Donc, pour passer de 1 à l'autre, on fait l'hypothèse que g de u est égal à g de x. C'est-à-dire que il y a toujours une correspondance 1 à 1 entre mes valeurs de x et mes valeurs de u. C'est-à-dire que pour une valeur de u correspondant à x, si dans l'espace x, je suis dans le domaine de survie, dans l'espace U, pour la valeur correspondante, je suis dans le domaine de survie. Au contraire, si pour ma valeur de X, je suis dans le domaine de défaillance, pour ma valeur de U correspondante, je suis dans le domaine de défaillance. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire l'égalité de G de U égale à G de X en disant, ben, si dans un domaine, je fais défaut, dans l'autre domaine équivalent, je vais faire défaut également. Si je fais survie, je vais faire survie. Et donc, j'ai deux fonctions de transformation qui nous permettent de passer de 1 à l'autre, du domaine original X au domaine NCR. Donc, dans l'espace original, ce que je cherche à faire, c'est trouver le résultat de cette intégrale. Mais je n'ai pas envie d'intégrer en plusieurs dimensions, donc qu'est-ce qu'on vient faire? Comme on vient de le voir, on transforme dans l'espace NCR, on trouve notre bêta, la distance entre l'origine et ma surface d'état limite linéarisée, qui est mon bêta. Une fois que j'ai ça, l'intégrale dans l'espace NCR se simplifie en une intégrale en une seule dimension que je peux évaluer exactement comme étant le CDF normal centré réduit en une dimension évalué à moins bêta. OK, donc regardons comment est-ce qu'on fait ça à l'aide de la méthode FOSM, First Order Second Moment. Donc ce qu'on voit ici, on a notre espace normal centré réduit, U1, U2. On regarde encore en deux dimensions de façon qu'on puisse bien le visualiser, qu'est-ce qui se passe. Et on a G de U qui est ma surface d'état limite. Donc ici, c'est ma surface d'état limite, G de U égale à 0, ce qui vient délimiter la frontière de mon domaine de défaillance et mon domaine de survie. Donc ici, ma relation entre x et u, c'est u égale à l'inverse de ma décomposition de Cholesky de ma matrice de corrélation, matrice d'écart type inverse, fois x moins mx. Donc ici, ce qu'on est venu faire, on est venu linéariser avec ce qu'on faisait avec MCE/SM, notre fonction d'état limite à mx, ce qui correspond à u égale 0. Okay? Parce que pour x, la moyenne, pour u, c'est mon origine. Okay? Donc, ce qu'on est venu faire avec MCE/SM, on est venu linéariser G de U ici. Et ce qu'on a vu, c'est que ça nous donnait une approximation qui est plutôt grossière, comme représentée en turquoise ici, de ma vraie surface d'état limite. Donc, nous, ce qu'on veut faire avec FOSM, c'est dépasser cette limitation-là et avoir la meilleure approximation possible de cette frontière entre mes domaines de défaillance et mon domaine de survie. Donc ici, je veux venir linéariser au point qui va être le plus près possible de l'origine et qui va se trouver sur ma surface d'état limite. Donc ici, je veux non seulement être sur ma surface d'état limite, comme je le disais ici, mais je veux trouver le bêta qui va être le plus court possible de façon à venir avoir la meilleure approximation possible pour le point dans le domaine qui a le plus grand contenu de probabilité dans l'espace normal centré réduit. Donc ça nous force à trouver un point de linéarisation qu'on va appeler U étoile, qu'on va appeler soit notre point de conception ou le point de défaillance le plus probable. Et c'est là qu'on veut venir linéariser notre fonction d'état limite. Donc la deuxième approche qu'on va voir ici, c'est FOSM,
first order second moment, qu'on peut venir traduire en français comme étant l'approximation du premier ordre de notre fonction d'état limite, qui va être centrée sur notre point de défaillance le plus probable et qui va utiliser les moments du second ordre de façon à venir décrire notre densité de probabilité conjointe. Donc, l'avantage principal de ce MCFOSM par rapport de FOSM par rapport à MCFOSM, c'est qu'ici, on venait linéariser à la moyenne et on a vu que ça ici, c'était très sensible par rapport à notre choix de fonction d'état limite. Alors que FOSM va nous permettre d'avoir une invariance par rapport au choix de G de X. Parce que G de X est toujours défini, sachant qu'il doit être positif dans le domaine de défaillance, négatif au domaine de survie. Ce qui fait que toutes les fonctions d'état limite qui sont admissibles vont avoir la même surface d'état limite, c'est-à-dire G de X égale à 0. Donc, ce qu'on vient faire ici pour obtenir cette invariance-là, c'est qu'on va venir linéariser notre fonction d'état limite sur la surface qui est justement invariante. Donc, comment est-ce qu'on vient faire ça? Première étape, on vient transformer notre G de X dans l'espace normal centré réduit, parce que c'est dans l'espace normal centré réduit qu'on va venir linéariser. Deuxième étape, on va venir linéariser G de U, notre fonction d'état limite dans l'espace normal centré réduit, et on va venir effectuer cette linéarisation au point de défaillance le plus probable, c'est-à-dire le point U étoile, qui va être à la fois sur notre surface d'état limite, c'est-à-dire G de U égale à 0, ainsi que le point qui va être le plus près de mon origine dans l'espace normal centré réduit. Donc, formulation pour FOSM. Donc, linéarisation, on commence par linéariser G de U au point U étoile. Donc, pour faire ça, on doit formuler tout d'abord G de U. Donc, ça va être la linéarisation de notre surface dans l'espace normal centré réduit qui serait non linéaire. C'est-à-dire, je vais avoir G de U étoile, ma fonction d'état limite G de U évaluée au point de linéarisation. Donc, si j'ai bien choisi mon point de linéarisation, donc G de U étoile devrait être 0. Parce qu'ici, par définition, pour ma surface d'état limite, G de U égale 0. Okay? Donc, si U étoile est bel et bien sur ma surface d'état limite, ce premier terme-là doit être par définition égal à 0. Donc, tout ce qui me reste, c'est ce deuxième terme-là, le gradient de ma fonction d'état limite dans l'espace normal centré réduit, évalué à mon point de conception U étoile, fois U moins U étoile. Donc ici, si je viens distribuer ce gradient à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai le gradient fois ma variable aléatoire, moins gradient fois le point de linéarisation. Donc, partie qui est aléatoire, partie qui est constante. Donc, si je cherche à obtenir le gradient dans l'espace normal centré réduit, comme la transformation de l'espace original à l'espace normal centré réduit, c'était une fonction linéaire, bien, je peux simplement faire par la dérivation en chaîne le produit de mes gradients, c'est-à-dire le gradient de G de X fois le jacobien de ma transformation de X vers U, où ce jacobien-là est simplement le produit de ma matrice d'écart-type fois ma décomposition de Cholesky de ma matrice de corrélation. Donc, ce que je cherche à la fin, ça va être ma moyenne pour G de U, c'est-à-dire le terme qui est, parce que la moyenne de U, ça va être 0, donc ce terme-là tombe, donc il va me rester que le terme ici comme étant la moyenne de G de U, donc moins le gradient de fois U étoile. L'écart-type de G de U, ça va être quoi? Ça va être ça ici, le terme ici ne contribue pas à la variance. Tout ce qui va contribuer à la variance, ça ici, c'est une matrice identité. Donc, gradient, matrice identité, gradient transpose. Donc, ça ici, je peux venir simplifier ça comme étant la norme du vecteur gradient au carré. Donc, maintenant, j'ai tout en main pour calculer mon indice de fiabilité bêta. Donc, mon vrai bêta va être approximé par un bêta FOSM, qui va être le ratio entre la moyenne de G de U, donc ce que j'ai ici, et la racine de ce que j'ai ici, donc la norme du gradient. Donc, c'est de dire que bêta, ça va être égal à quoi? Ça va être moins le gradient sur sa norme. Donc, ce qu'on a ici, c'est qu'on va venir redéfinir moins le gradient sur sa norme comme un vecteur alpha, qu'on va appeler le vecteur gradient négatif normalisé. Donc, c'est le gradient de ma fonction d'état limite G de U qui a été linéarisé, le gradient qui a été calculé à mon point U étoile. Et ce que je viens faire, c'est que comme je divise par la longueur du gradient, ça veut dire que je viens mettre ce vecteur-là à une longueur unitaire. Et je multiplie ceci par U étoile, parce que j'avais mon U étoile ici. Donc, parfait. Donc, ça représente alpha, c'est quoi? C'est le petit vecteur qu'on a en bleu ici. Okay? C'est un vecteur qui a une longueur unitaire qui pointe vers le domaine de défaillance dû à mon signe négatif ici.
Et donc, ensuite, si je fais quoi? C'est si je fais mon vecteur alpha, si je viens le repositionner à l'origine 0, 0. Donc, je multiplie un vecteur alpha fois un point U étoile, ça va me donner ma longueur bêta. Donc, à la fin, mon bêta, c'est quoi? Comme on le disait ici, alpha, chapeau, U étoile. Donc, le concept alpha va revenir encore et encore. Donc, on va le définir proprement, c'est-à-dire mon vecteur A chapeau, c'est mon vecteur gradient négatif normalisé. Ça va être un vecteur unitaire, donc de longueur 1, qui va être perpendiculaire à mon plan G de U égale 0, c'est-à-dire ma surface d'état limite, et qui va pointer vers le domaine de défaillance. Donc, pourquoi est-ce qu'il est négatif? Donc, là, on ne le voit pas ici, là, mais ma fonction d'état limite, elle va sortir de l'écran dans mon domaine en blanc de survie, elle va rentrer dans l'écran, donc va être négative dans mon domaine de défaillance. Donc, le gradient de cette fonction d'état limite va pointer vers le domaine de survie. Donc, si j'ai moins le gradient, je pointe vers le domaine de défaillance, comme on le dit ici. Donc, alpha chapeau, ça va être moins le gradient de ma fonction d'état limite évaluée à U étoile sur la norme du gradient. Donc, je viens transformer ce vecteur gradient en un vecteur de longueur unitaire. Et donc, U étoile, ça va être mon point de conception, mon point de défaillance le plus probable. Il va être défini comme étant le produit entre bêta et alpha. Donc, la même chose. Si je prends alpha, je viens le repositionner à l'origine. Donc, alpha fois bêta, ou plutôt bêta fois alpha pour respecter les dimensions, ça me donne les coordonnées de U étoile, mon point de conception, qui est défini comme les coordonnées U qui viennent minimiser la norme de U, c'est-à-dire les coordonnées U qui sont le plus près possible de l'origine, sachant que G de U est égal à 0. Donc, c'est-à-dire les coordonnées U qui sont les plus près de l'origine, mais qui sont sur la frontière, ma surface d'état limite, G de U est égal à 0. Donc, la prochaine étape, et en fait la dernière étape qui nous reste à voir, c'est comment est-ce qu'on vient trouver ce point de conception U étoile. Et ça, c'est fait à partir de l'algorithme IHLRF. Donc, comment est-ce qu'on trouve notre point de conception U étoile? Malheureusement, il n'y a pas de solution analytique pour trouver notre point U étoile. Okay? On va devoir le trouver de façon itérative à partir de l'algorithme IHLRF. IHLRF qui est pour Improve Hazofer-Lindt Rachwitz-Fiedler, ou IHLRF, ça va être un algorithme itératif qui s'apparente fortement à l'algorithme d'optimisation de type Newton-Raphson. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un calcul itératif. On va commencer à la première itération, donc pour I égale à 0. On va dire, je vais commencer mes itérations à la moyenne dans l'espace normal centré réduit. Je vais supposer que mon point de conception optimal il est à l'origine dans mon espace normal centré réduit. Donc, si je fais ça, je vais formuler G de U. Ce qu'on avait fait précédemment, on avait dit que comme G de U est sur notre surface d'état limite, G de UI est égal à 0. Mais ici, comme on sait qu'on commence et qu'on ne sera pas en commençant sur notre surface d'état limite, G de UI n'est plus égal à 0. Donc, on doit considérer celui-ci. Donc, si on fait ça, on vient distribuer notre gradient à l'intérieur de la parenthèse ici. On peut isoler le terme constant et le terme qui est fonction de ma variable aléatoire normale centrée réduite. Donc, on sait que comme la moyenne de cette normale aléatoire centrée réduite est 0, ce terme-là ne contribue pas à la moyenne. La moyenne, c'est le terme qui constitue les constantes ici. Donc, ça va être la moyenne de GU. Et donc, notre valeur de bêta, c'est la moyenne de GU sur l'écart type. Ou l'écart type, ça va être quoi? Ça va être le gradient fois matrice identité fois gradient transposé. Donc, si on vient exprimer ça, on a cette formulation-là, où on peut venir réécrire comme étant, si on vient distribuer le terme au dénominateur, G de UI, ma fonction d'état limite à mon point de linéarisation actuel sur la norme du gradient, plus le gradient moins le gradient sur sa norme, ça va être mon vecteur alpha, donc signe plus maintenant, parce que alpha a toujours un signe négatif à l'intérieur, fois UI. Donc ça ici, c'est comment est-ce que ça nous permet de trouver notre bêta. Donc une fois qu'on a calculé bêta, on sait que bêta fois alpha, ça va me donner un nouveau point de linéarisation. Donc UI plus 1, mon nouveau point de linéarisation, va être égal à bêta que j'ai calculé ici, fois le alpha que j'ai pu calculer comme étant le ratio moins le gradient sur la norme du gradient auquel j'ai accès également. Donc, si on fait ça, on vient remplacer le bêta qu'on avait ici, on multiplie par le alpha qu'on peut calculer également, et ça va nous donner, à partir d'un premier point de linéarisation, où est-ce qu'on devrait linéariser ensuite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser ce nouveau point-là, refaire les mêmes calculs, et on va itérer jusqu'à convergence.
Donc, pour l'algorithme IHLRF, donc on a notre vecteur alpha chapeau qui va être moins le gradient sur sa norme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars de l'origine. Donc, le 0, 0 dans mon espace normal centré réduit. Je calcule le gradient et je viens normaliser celui-ci de telle sorte à ce que mon vecteur alpha ait une longueur unitaire et pointe dans mon domaine de défaillance. Ensuite, je calcule mon bêta, la distance entre l'origine et ma surface d'état limite qui va être approximée par ici une ligne. Donc, comme étant le gradient normalisé de ma fonction d'état limite plus alpha UI. Donc, où UI, c'est mon point de linéarisation actuel. Donc, ça va me donner mon bêta. Une fois que j'ai mon bêta, je sais que bêta fois alpha, ça va me donner mon nouveau point de linéarisation qui se retrouve sur ma surface d'état limite. Donc, UI plus 1, dans le cas ici U2, va être le point qui est ici, qui est obtenu en faisant le produit de bêta et alpha. Donc, j'ai un nouveau point, je recommence l'exercice. Donc, je vais venir recalculer mon vecteur alpha, je vais venir recalculer mon bêta, le produit des deux va me donner un nouveau point de linéarisation qui vient de s'approcher encore une fois de ma surface d'état limite réelle. Et je fais ça une troisième fois jusqu'à obtenir convergence. Ici, on doit faire attention. Dans les algorithmes itératifs comme celui-ci, si on utilise un pas entre nos points de linéarisation qui est trop grand, c'est possible qu'on ait divergence. Donc, si la distance entre deux points de recherche est trop grande, c'est possible que l'on ne converge pas à une solution stable. C'est-à-dire, dans l'exemple du haut ici, si on prend un point original, on vient trouver le deuxième point et on peut venir converger vers ici, dans le cas de la racine d'une fonction, on va converger. Mais si on prend des pas qui sont trop grands, il pourrait arriver qu'on tombe à un point x de telle sorte que notre prochain point va nous faire diverger de la solution qu'on cherche. Donc, la solution de façon à pallier à cette difficulté, c'est de venir ajouter un facteur d'échelle, notre lambda. Donc, au lieu de bouger directement de UI jusqu'à UI plus 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger peut-être à 50% de la distance. Donc, on va dire, OK, je devrais bouger à ce point, à ce deuxième point-là, mais au lieu de bouger 100% de la distance, donc la distance ici qui est gérée par mon vecteur direction ici, je vais, au lieu de prendre lambda égale à 1, donc si je prends lambda égale à 1, en fait, je vais bouger de UI jusqu'à UI plus 1, parce que je fais UI plus mon vecteur direction fois 1. Et si je prends lambda, par exemple, égale à 0,5, je vais accepter de bouger juste 50% de la distance. Donc, où mon facteur d'échelle lambda est entre 0 et 1, et D, c'est mon vecteur direction. Donc, D, c'est directement UI plus 1 moins UI, où UI plus 1, ça va être mon bêta fois alpha. OK. Donc, comment est-ce que je fais pour déterminer quel va être mon facteur d'échelle lambda? En fait, ce que je fais, c'est que je vais initialement décider de, je vais bouger avec un lambda égal à 1. Je vais bouger avec toute au point qui a été proposé directement par le produit bêta alpha. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si est-ce que cette distance-là de mouvement améliore ma solution. Et je vais accepter de bouger tant que j'améliore ma solution. Et comment est-ce qu'on mesure est-ce que j'améliore ma solution? On a deux critères. Les deux critères sont de 1, je dois m'approcher de ma surface d'état limite, et 2, je dois avoir une distance qui est la plus courte possible par rapport à mon origine. Donc ça va être mesuré par M, qu'on va appeler une fonction de mérite. Et on va s'assurer que ma fonction de mérite calculée à l'itération I est plus élevée que ma fonction de mérite qui est calculée à mon itération I plus 1, c'est-à-dire mon point de linéarisation UI plus lambda I DI. Donc, où cette fonction de mérite, il y a deux composantes. La première vient mesurer la distance entre l'origine et mon nouveau point de linéarisation. La deuxième, c'est une constante fois la valeur absolue de ma fonction d'état limite. Donc, moi, je veux que ma fonction de limite soit le plus près possible de 0. Donc, je veux minimiser ceci et je veux minimiser la distance entre mon point de linéarisation et l'origine. Donc, voilà les deux composantes de ma fonction de mérite pour laquelle je veux avoir les valeurs les plus petites possibles. Donc, ici, C, c'est une constante qui doit satisfaire sa contrainte-là. Donc, on va prendre n'importe quelle valeur de C qui sont plus grands que cette contrainte-là. À la fin, on pourrait définir une valeur de lambda optimale qui nous permet de converger le plus rapidement possible, c'est-à-dire la valeur lambda qui vient trouver l'argument qui minimise cette fonction de mérite. Le problème, c'est que résoudre ou solutionner ce problème de minimisation-là est aussi dur que de trouver notre point de conception. Donc, on ne pourra jamais travailler avec des valeurs lambda optimales. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va venir choisir la valeur lambda égale à 1 initialement.
On va vérifier est-ce qu'on vient diminuer notre fonction de mérite. Si oui, parfait, on continue avec un lambda égal à 1. Sinon, on divise lambda égal à 2 et on revérifie notre fonction de mérite. Et on continue à diviser par 2 tant que notre critère n'est pas satisfait. Finalement, on doit déterminer quand est-ce qu'on arrête de faire des itérations. OK? Donc, on va aller de point de linéarisation en point de linéarisation et on va s'arrêter lorsqu'on a deux critères qui sont satisfaits. C'est-à-dire que notre point de linéarisation doit être sur la surface d'état limite. Donc, on ne sera jamais exactement sur la surface d'état limite. Et nos valeurs de fonction d'état limite peuvent être arbitrairement grandes ou arbitrairement petites, parce qu'il n'y a pas de critères qui demandent quelles sont les valeurs maximales ou minimales sur notre fonction d'état limite. Donc ici, tout ce qu'on cherche à avoir, c'est une diminution des valeurs de notre fonction d'état limite par rapport au point initial. Donc, on avait commencé avec le point qui est à l'origine ici, on évalue g de 0. Et on veut que lorsqu'on aura notre dernier point de linéarisation, le ratio entre notre fonction d'état limite au point actuel et le point initial, on ait eu une réduction qui est de l'ordre de 1 millième. Okay? Donc, c'est les valeurs usuelles qu'on peut utiliser. Autre chose qu'on veut voir, c'est qu'on veut que UI, notre point de linéarisation, soit une projection de alpha par rapport à l'origine. Et ça, on peut mesurer ça de telle sorte que la distance entre deux points de linéarisation consécutifs, soit la distance entre ces deux points-là, soit plus petite que notre critère epsilon 2, qu'on peut prendre également comme 10 à la moins 3. Donc, regardons comment est-ce qu'on applique ça à travers un exemple, le même exemple qu'on avait précédemment, où je vais prendre ma fonction d'état limite, qui va être r de x, qui va être d carré f de y. Ça, c'est pour ma résistance. G de x va être la résistance déterminée ici, moins la sollicitation. Donc, j'ai mon vecteur x de variable aléatoire, d et s, vecteur vers la moyenne, matrice d'écart type, matrice de corrélation, donc 1, 1, 0, 0, parce que je fais l'hypothèse que D et S sont indépendantes. Donc, ma décomposition de Cholesky de cette matrice de corrélation, c'est la même chose, c'est une matrice identité. Je vais calculer le gradient dans l'espace X de cette fonction. Donc, il va me donner 2x1 fy et moins 1. Et donc, je vais pouvoir évaluer ceci à chaque point de linéarisation différent. Donc, mon jacobien pour ma transformation de U vers X ou l'inverse, ça va être la décomposition de Cholesky de ma matrice de corrélation inverse fois matrice d'écart type inverse, donc 0,52 sur ma diagonale principale. Et si je veux mon jacobien de X vers U, je fais simplement inverser cette relation-là. Donc, ça me donne 2 et 5. Donc, pour ma transformation de X vers U, donc je vais avoir ici mon jacobien de U vers X, donc qui est ma matrice ici, fois x moins mx. Donc, x moins mon vecteur de valeur moyenne. Pour l'inverse, transformation de u vers x, je renverse cette relation-là, mx plus mon jacobien de x vers u, donc 2 et 5, fois u. OK. Donc, les étapes à suivre de façon à venir formuler un problème avec la méthode FOSM, on va venir initialiser notre point de linéarisation à la moyenne, parce que la moyenne correspond à l'origine dans mon espace normal centre réduit. Donc, mon 10, 15 dans l'espace original correspond au point 0, 0 dans mon espace NCR. Ensuite, j'évalue le gradient de ma fonction, mais là, ici, on ne peut pas évaluer le gradient directement de g de u. On évalue le gradient de g de x et on le multiplie par le jacobien de ma transformation de x vers u. Donc, g de ui, ça va être le g de xi. Là, j'évalue ma fonction d'état limite, donc g de u égale g de x, donc j'évalue ma fonction de limite à mon x correspondant, donc ici, si j'évalue à ma moyenne, ça correspond à mon 0, 0, ça va me donner 15, et pour évaluer mon gradient, ça va être le gradient évalué à ma moyenne, donc 0, 0 qui va correspondre à 10, 15, multiplié par le jacobien de ma transformation qu'on avait calculé précédemment, j'ai mon vecteur ici. Donc, pour calculer mon alpha, je prends mon vecteur gradient, je viens le normaliser, je mets un signe négatif, donc mon moins 12, 15 sur la norme du vecteur, ça va me donner mon vecteur gradient négatif normalisé. Donc, la longueur de ce vecteur-là est 1. Et ce vecteur-là va venir pointer dans mon domaine de défaillance. Ensuite, on calcule le vecteur direction D. Dans mon vecteur direction, ça va être UI plus 1 moins mon UI actuel qui est un 0, 0. Donc, mon UI plus 1, c'est bêta fois alpha. Donc, j'ai tout ici pour calculer mon bêta, j'ai déjà calculé mon alpha, parfait, voilà mon vecteur direction. Donc ici, si j'accepte, je prends un lambda de 1, je vais faire mon U0 plus ma direction, ça va me donner mon nouveau point de linéarisation actuel qui va être moins 1,07, 0,44. Donc comme on le disait, si je prends initialement un choix de facteur d'échelle de 1, mon nouveau point de linéarisation, c'est mon 0,0 plus 1 fois ma vecteur de direction.
Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois vérifier que si je bouge à ce point UI plus 1, dans notre cas ici U1, je vais venir améliorer ma fonction de mérite. Donc, pour ça, je choisis mon facteur C, donc je vais le choisir égal à 10, et je fais ma vérification. Ma vérification ici, ce ratio-là doit être égal à 0. Et je dois choisir 10, qui doit être plus grand que cette valeur-là, donc je suis bel et bien plus grand que 0, il n'y a pas de problème. Ensuite, je calcule ma fonction de mérite pour mon point de linéarisation qui était à l'origine, et je compare avec ma fonction de mérite pour mon nouveau point, moins 1,07, 0,44. Donc, ma fonction de mérite initiale était de 150, je suis descendu à 14,3, si admissible. Mon choix de facteur d'échelle de 1 était bon. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais recommencé avec un facteur d'échelle de 0,5. Là, je n'ai pas eu besoin. Ensuite, on recommence l'étape 2 et on va venir linéariser à mon nouveau point. Donc, mon nouveau point, ça, c'est dans l'espace U. Je dois convertir pour faire les calculs dans l'espace X à l'aide de ma relation ici, c'est-à-dire que ce point-là dans l'espace U correspond à cette coordonnée-là dans l'espace X. Et je vais itérer jusqu'à convergence. Donc, ce qu'on voit ici, on est parti de l'origine, premier point de linéarisation, deuxième point de linéarisation, et qui correspond directement à mon point U étoile, mon point de conception. Et en pratique, ces algorithmes-là convergent très vite. Donc, je peux calculer ici, une fois que j'ai mon bêta final, qui est de 1,28, je vais avoir mon vecteur alpha moins 0,88 et 0,47, défini ici dans l'espace normal centré réduit. Mon point U étoile point de conception, c'est moins 1,13,6, qui correspond à mon espace original à 7,74 et 18. Ce sont mes points ici. Donc, la probabilité de défaillance réelle que je peux calculer avec Monte Carlo, avec un grand nombre d'échantillons, 0,08. Avec FOSM, j'ai 10%, MC FOSM, 12%. Pourquoi est-ce que j'ai amélioré mon estimation de la probabilité de défaillance? Parce que maintenant, j'ai la meilleure approximation linéaire possible de ma surface d'état limite. Parce qu'avant, je venais linéariser à ma moyenne, ce qui fait qu'il peut y avoir une grande différence dans ma frontière ici entre le domaine de défaillance et le domaine de survie. Alors que si je viens linéariser sur ma surface d'état limite, je viens minimiser mon erreur d'approximation. Et c'est ce qui se traduit ici par la meilleure approximation de ma probabilité de défaillance comparativement à ma réalité pour FOSM que pour MCFOSM. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe si au lieu d'utiliser un facteur d'échelle lambda égale à 0, je vais utiliser un facteur d'échelle lambda égale à 1. Donc on peut explorer ça à travers un exemple. Donc ici, si on prend le problème original, donc on voit à la première itération qu'est-ce qu'on avait. Donc là, ici, on voit ce que j'ai sur mes figures à gauche, ce sont mon espace original X. Ce que j'ai à droite, c'est mon espace normal centré réduit. Et les lignes que vous voyez ici, ce sont les lignes de contour de ma fonction d'état limite G de X. Donc on voit que les contours ici correspondent à ma surface d'état limite pour G de X ou G de U égale à 0. Donc, je pars de mon origine, j'ai mon vecteur alpha, donc j'ai mon U correspondant à un X donné, j'ai mon G de U égale G de X, je calcule mon gradient ici dans l'espace U, qui est le gradient dans l'espace X fois le jacobien de ma transformation de X vers U. Je peux obtenir à partir de ça mon alpha, je peux obtenir mon bêta. Si je prends mon bêta fois alpha, ça me donne mon nouveau point de linéarisation. Nouveau point de linéarisation moins mon point actuel, ça me donne mon vecteur de direction. Okay? Donc ça me donne mon nouveau point qui est représenté par la croix rouge ici. Mon nouveau point de linéarisation, parfait. J'ai vérifié mon nouveau point. Je peux calculer le point correspondant dans l'espace X qui est ma croix ici. Et je vérifie que ma fonction de mérite diminue. J'ai passé le critère. Parfait. Je viens faire une deuxième itération. Je vais venir linéariser ici. OK? Donc, j'ai linéarisé, parfait, deuxième point, troisième point, linéarisation, et là, je vois qu'après 3 itérations, mes critères E1, E2 ont convergé. Et donc, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que dans l'espace normal centré réduit ici, je suis venu remplacer ma fonction d'état limite qui est non linéaire par un plan qui est représenté ici en bleu, qui est maintenant une approximation du premier ordre, mais qui se trouve directement sur ma surface d'état limite. Et donc, qui va venir minimiser l'erreur d'approximation pour ma fonction. Donc ça, c'est si j'utilisais un facteur d'échelle lambda égale 1. Si je refais le même exercice, mais je prends un lambda par exemple de 0,1, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, il va y avoir beaucoup plus d'itérations qui vont être faites, parce qu'à chaque fois, je ne vais accepter que de bouger que d'une fraction du pas. Donc ici, on bouge de 10% à chaque fois du pas, donc on voit qu'on va faire plusieurs petits pas
plutôt qu'en faire des grands. Donc, si on prend un lambda qui est plus petit que 1, on va délibérément réduire la vitesse de recherche de notre algorithme. Et donc, à la fin, on va avoir besoin de beaucoup plus d'itérations pour converger à notre même point de conception. Donc, voilà pour ça. Donc, deuxième exemple, si on refait le même problème, mais cette fois-ci, plutôt qu'avoir des variables aléatoires D et S qui sont statistiquement indépendantes, on va dire qu'est-ce qui se passe si on a une corrélation de 0,5 entre les deux. Donc, ce qu'on a ici, c'est sur notre PDF conjoint dans l'espace original, on a une corrélation positive. Cependant, dans notre espace normal centré réduit, on a toujours des contours qui sont, dans ce cas-ci, circulaires, mais sphériques, c'est-à-dire qui vont être, pour lesquels on aura la rotation symétrie, la symétrie rotationnelle par rapport à toutes les directions. Donc, dans le cas ici, on va avoir, pour le cas où j'ai ma coefficient de corrélation qui est 0, ma probabilité de défaillance F fois SM qui est de 10%. Pour un coefficient de corrélation de 0,5, j'ai ma probabilité de défaillance qui est de 0,05. Donc, ce que je veux voir avec vous ici, c'est qu'on voit que dans le fait d'avoir une corrélation dans mes variables aléatoires peut venir significativement affecter ma probabilité de défaillance. Okay? Donc, il n'y a pas que les écarts types ou les moyennes qui viennent influencer ma probabilité de défaillance. Ici, le fait d'avoir une corrélation positive est venu exclure une partie significative de mon contenu de probabilité de mon domaine de défaillance. Au contraire, si j'aurais eu une corrélation qui est négative, mon axe principal pour mes ellipses qui auraient été dans l'autre direction, j'aurais fortement augmenté ma probabilité de défaillance. Donc, on voit ici qu'on peut gérer les cas qui sont indépendants ou corrélés. Donc, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que les méthodes MCFOSM et FOSM ne vont pas prendre en compte la densité de probabilité conjointe de FDX. Donc, tout ce qu'on fait comme hypothèse, c'est qu'on connaît le vecteur de valeur moyenne et la matrice de covariance. Et ça, c'est équivalent à faire l'hypothèse que nos variables sont normales multivariées. On va venir dépasser ces limites-là dans le prochain module avec la méthode FORM. Deuxième limitation, c'est que les méthodes MCFOSM et FOSM approximent la fonction d'état limite G de X par un plan. Et ça peut être une bonne comme une mauvaise approximation. Donc, par exemple, ici, on voit un cas à droite en haut où j'ai une approximation exacte de cette linéarisation. Parce que si dans l'espace normal centré réduit, ma surface d'état limite est une droite, je vais approximer exactement, je n'aurai pas l'approximation, je vais calculer exactement ma probabilité de défaillance. Cependant, si ici, ma surface d'état limite dans l'espace normal centré réduit est non linéaire, bien, je peux soit ici sous-estimer ma probabilité de défaillance, ici surestimer ma probabilité de défaillance. Okay? Et dans les deux cas, notre approximation de ce domaine-là va être meilleure avec FOSM qu'avec MCFOSM parce que je vais toujours minimiser mon erreur d'approximation du domaine ici en venant linéariser sur ma surface d'état limite au point qui est le plus près de l'origine. Et donc, autre limitation notable pour MCFOSM, c'est que sa formulation va venir dépendre de ma fonction d'état limite G de X et qui peut conduire à une estimation suboptimale de ma probabilité de défaillance. Donc, voilà pour le module 5, on a vu la théorie associée avec FOSM, First Order, Second Moment. Donc, la limitation principale de ce qu'on voyait ici, c'est qu'on n'a pas considéré la densité de probabilité conjointe. On fait l'hypothèse qu'on a une loi normale multivariée, peu importe quelles sont les caractéristiques des variables que l'on veut mesurer. Ce qu'on va voir dans le prochain module 6, c'est comment est-ce qu'on peut dépasser cette limitation en faisant une méthode qui est très similaire à ce qu'on a fait ici, mais cette fois-ci en considérant non seulement les deux premiers moments, mais considérant la distribution complète de nos variables aléatoires.